merci de votre présence et de votre fidélité donc, à toutes et à tous. Donc, nous avons la chance et le plaisir cet après-midi à Montpellier de recevoir la flamme olympique, mais également une autre flamme, le professeur Michel Tropper, qu'on ne présente plus. Vous connaissez tous Michel Tropper, au moins vous avez sans doute pu le lire ou l'étudier déjà. Je rappelle qu'il est professeur émérite de l'université Paris X Nanterre, où il a fait l'essentiel de sa carrière. Il est également membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Et comme chacun sait, il occupe une place centrale, une place majeure dans le champ académique français et européen, en droit constitutionnel et en théorie et en philosophie du droit depuis de nombreuses années, depuis plusieurs décennies. Et il s'est fait connaître essentiellement, en particulier pour avoir développé une théorie d'interprétation, la théorie dite réaliste de l'interprétation, dans le prolongement du réalisme juridique américain, du réalisme juridique scandinave, également de l'école analytique italienne. Il a donc développé cette théorie qui accorde une place privilégiée à l'interprétation, conçue comme acte de volonté, dans le processus de production des normes juridiques. Mais ce n'est pas autour de cette question de la théorie de l'interprétation, de la théorie réaliste de l'interprétation qu'il va nous entretenir cet après-midi. C'est au sujet d'un thème un peu plus large, celui des droits de l'homme, et notamment des droits de l'homme en lien avec la philosophie des Lumières. Alors, c'est un thème qu'il s'est proposé lui-même d'aborder devant vous cet après-midi. Disons qu'on peut dire déjà que c'est un thème qui est le bienvenu, surtout aujourd'hui. Nous traversons des temps un peu troubles, où la philosophie des Lumières est contestée de toutes parts, aussi bien sur son côté droit que sur son côté gauche. Côté droit par les populismes, les démocraties dites illibérales, dont les dirigeants ont tendance à remettre en cause ici et là les valeurs et les acquis de l'état de droit, et à préférer les rapports de force plutôt que la discussion par le droit et par la raison. Et puis côté gauche aussi, on dit souvent qu'on assiste, notamment outre-Atlantique, à une montée en puissance des revendications identitaires, ce que certains appellent le wokisme, qui remet en cause l'universalisme des valeurs des Lumières. Donc peut-être qu'il serait temps d'abord de relire Qu'est-ce que les Lumières d'Emmanuel Kant, cet opuscule qu'il avait écrit, je ne sais plus, je crois que c'est en 1785, un peu plus tard. Et puis il serait temps aussi peut-être d'écouter Michel Tropper sur cette question. Donc sans plus tarder, je vais me taire et je vais donc donner la parole à Michel pour un exposé sur cette thématique, et ensuite on pourra enclencher une discussion. Eh bien, merci, à toi, merci beaucoup Alexandre, c'est un grand plaisir d'être ici, puisque je suis venu souvent. Je rappelle, excuse-moi, juste un petit détail, je rappelle que cette conférence est diffusée et visionnée et en direct, et également elle sera podcastée sur la revue Questions constitutionnelles, qui est une revue en ligne, qui est portée sur les questions de droit constitutionnel et de théorie et de philosophie du droit. Voilà. Excellente revue d'ailleurs. Et donc, je disais que j'étais très heureux d'être ici, d'être de retour ici, parce que je suis venu souvent, et j'ai même, à l'invitation d'Alexandre Viala, j'ai même fait un cours dans le DU pendant plusieurs années, et toujours avec beaucoup de bonheur. Donc je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais juste faire une remarque. C'est que ce que je vais exposer aujourd'hui n'est pas un travail achevé. C'est une recherche en cours qui va me prendre encore au moins les 50 prochaines années. Mais quelques balbutiements pour commencer, quelques idées de quelques pistes.
je suis parti de cette idée que la théorie du droit du XXe siècle, Kelsen, Hart, même la philosophie du droit américaine, la théorie du droit américaine, est une théorie qui est principalement une théorie formelle. Et on a souvent accusé d'ailleurs cette théorie du droit du XXe siècle d'être formaliste, ce qui est une appellation plutôt péjorative pour indiquer que c'est un exercice peut-être amusant mais qui ne sert pas à grand-chose, qui est un peu comme de l'art pour l'art. Alors, cette accusation est absurde et j'y reviendrai, mais en réalité, c'est vrai. C'est un fait que la philosophie du droit, notamment Kelsen et Hart, s'occupe de la structure du système, s'occupe des concepts de droit, s'occupe éventuellement des grandes formes de raisonnement juridique, le problème de l'interprétation par exemple, mais ne parle pas ou très peu de questions substantielles. La philosophie du droit ancienne parlait de propriété, de responsabilité, de personnalité juridique. La théorie du droit contemporaine en parle très très peu. Pourtant, il semble que la théorie du droit, y compris une théorie formelle, peut dire quelque chose sur le fond. Naturellement, pas directement. Une théorie du droit ne dira pas, enfin je parle de théorie de type analytique, ne dira rien sur l'essence de la propriété parce que ceux qui pratiquent ce genre de théorie estiment qu'il n'y a pas d'essence de la propriété. On ne parlera pas de la véritable nature du mariage. Mais la théorie du droit doit aussi s'attacher à décrire le raisonnement et les pratiques effectives des juristes. Décrire le droit tel qu'il est réellement, c'est décrire les pratiques, décrire les concepts qui sont utilisés, les modes de raisonnement qui sont effectivement utilisés, même s'ils n'obéissent pas à la logique. On peut montrer alors. Ah, que je me rapproche du micro. Très bien, je vais essayer. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Bon. Donc, il me semble qu'en réalité, on peut montrer que la structure même du système a une influence sur le fond du droit et sur l'apparition des concepts sous l'effet des contraintes argumentatives tenant à la structure même du système juridique. Et ce sont ces contraintes argumentatives que je voudrais explorer ici et tenter de montrer que les fondements des droits de l'homme et la manière dont on pose la question des fondements des droits de l'homme, et dont on l'a posé notamment à l'époque des Lumières, tenaient à la structure du système juridique tel qu'il s'était mis en place à l'époque moderne, c'est-à-dire à l'époque de l'État moderne. Pourquoi? Eh bien parce que la structure hiérarchique du système juridique conduit les juristes à monter toujours dans l'échelle des arguments. Si nous demandons pourquoi un contrat est valide et obligatoire, la réponse dans le système juridique contemporain, ce n'était pas du tout le cas à l'époque romaine par exemple, mais aujourd'hui, depuis l'époque moderne, quand nous demandons pourquoi un contrat est valide et obligatoire, la réponse c'est parce qu'il y a une loi, le Code civil par exemple, qui ordonne d'obéir et d'appliquer le contrat. Et si on demande pourquoi la loi
est valide et obligatoire, alors on répond parce que elle est conforme à la Constitution. Donc, on est monté dans l'échelle des arguments. Ce type de réponse n'est évidemment pas satisfaisant toujours d'un point de vue normatif, parce que il faut nécessairement répondre, quand on a commencé comme ça, répondre à la question, mais pourquoi faut-il obéir à la Constitution? Et pourquoi la Constitution est-elle obligatoire? Ou en d'autres termes, en termes kelseniens, pourquoi est-elle une norme? Est-elle une norme? Et à cette question, il n'y a pas de réponse satisfaisante. On connaît la réponse de Kelsen avec la théorie de la norme fondamentale, mais cette théorie, qui n'est pas en réalité une véritable théorie, consiste à dire, oui, on présuppose qu'il y a une norme fondamentale, c'est une fiction, il n'y a pas de norme fondamentale, mais on fait comme si, nous parlions tout à l'heure de Weihinger et de la théorie du comme si, on fait comme si il y avait au-dessus de la Constitution une norme qui ordonnait d'obéir à la Constitution. Mais comme il n'y a pas de telle norme, c'est une réponse qui est une réponse logique, c'est-à-dire on peut dire oui, c'est vrai, les juristes présupposent ça de façon implicite, mais en réalité, si on leur demande pourquoi, eh bien, ils ne peuvent pas répondre. On ne peut pas répondre parce que je présuppose une norme fondamentale. Ça n'est pas une réponse satisfaisante. Un autre type de réponse qui est très courant consiste à dire la Constitution est obligatoire parce qu'elle a été voulue par le peuple. Alors, ça n'est pas vrai empiriquement pour un très grand nombre de constitutions qui n'ont pas été voulues par le peuple, ou alors il faut avoir la fiction que les quelques personnes qui ont rédigé la Constitution sont des représentants. Mais il y a bien des constitutions, commencées par la Constitution américaine ou la Constitution allemande d'aujourd'hui, qui n'ont pas été adoptées par référendum, par exemple. Alors, et à supposer qu'on puisse dire que la Constitution a été voulue par le peuple, eh bien, la question suivante surgit immédiatement. Mais pourquoi devrais-je obéir au peuple? Le peuple qui est supposé avoir adopté la Constitution, mettons la Constitution américaine, il y a 2 siècles et demi, pourquoi obéir à des hommes qui sont morts depuis très longtemps? Et d'ailleurs, les pères fondateurs de la Constitution américaine, notamment Jefferson, disait lui-même non, la terre appartient aux vivants et pas aux morts. On ne va pas se laisser commander par des morts. Nous n'avons plus les mêmes idées. Donc, on ne peut pas se contenter de dire qu'il faut obéir au peuple. Et on ne peut pas non plus de dire il faut obéir parce que nous avons le pouvoir et nous l'utilisons, nous avons fait une constitution et sur la base de cette constitution nous faisons les lois, donc vous n'avez qu'à obéir. Donc ça c'est la force, mais c'est pas un raisonnement juridique. Donc ce qu'on dit de la Constitution, c'est vrai aussi des droits de l'homme. Pourquoi avons-nous des droits? Qu'est-ce qui justifie cette affirmation que nous aurions des droits? Le positivisme juridique n'a pas de réponse. On a posé la question à l'un des plus grands philosophes du droit de type positiviste analytique, Norberto Bobbio, et il répond que la question ne se pose pas. La question ne se pose pas pour un positiviste, d'abord parce que le positiviste doit décrire ce qui est, et la question des fondements est une question normative. Et puis, parce qu'on ne trouve pas dans le droit, le positiviste ne peut décrire que le droit, il ne peut pas décrire autre chose que le droit, et comme les droits de l'homme, à supposer qu'ils fassent partie du droit positif, les droits de l'homme, les fondements qu'ils auraient sont des fondements extra ou méta-juridiques. Alors, pour ce qui concerne, non pas les droits de l'homme en général, mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on a très longtemps éludé la question.
en disant « mais la Déclaration des droits de l'homme n'est qu'une déclaration des droits naturels. C'est une déclaration, ce n'est pas du droit positif. Et par conséquent, la question des fondements ne se pose pas pour celui qui s'occupe du droit positif. Il suffit de constater que il existe une déclaration, que c'est une déclaration d'intention, que c'est un programme politique et moral, mais que ce n'est pas du droit, donc ça ne nous concerne pas. Alors, cette idée a été parfois contestée. Elle a été contestée notamment par notre collègue Patrick Wassman, et qui s'inspirait lui-même des travaux d'un historien du droit, Thoman, pour expliquer que la Déclaration des droits de 1789 n'est pas réellement du droit naturel. Ce n'est pas réellement du droit naturel parce que le droit naturel, le vrai droit naturel, c'est la doctrine de Leibniz et de Wolff dans l'Allemagne des débuts du XVIIIe siècle, et que la Déclaration de 89 ne correspond pas du tout à cette philosophie. Alors, c'est une thèse qui est extrêmement contestable parce que il y avait au XVIIIe siècle plusieurs variantes des droits de l'homme, et je vais y revenir tout à l'heure, et plusieurs variantes des doctrines du droit naturel. Et puis, d'autre part, parce que, et surtout, parce que, comme je vais montrer, je vais le montrer, la Déclaration des droits de l'homme correspond bien à une déclaration de droit naturel selon la conception que l'on en avait en 1789, qui n'est pas la conception de Wolff, mais qui est une conception un peu différente. Et on le voit à certains signes auxquels on ne prête généralement pas suffisamment d'attention. Il n'y a pas seulement le fait que le texte s'intitule « Déclaration » et non pas « Proclamation » ou « Décision » de consacrer des droits de l'homme, mais par deux signes. D'abord, un grand nombre de dispositions sont rédigées à l'indicatif, mais non pas comme pourrait l'être le code pénal. Le vol est puni de la peine de mort, on sait que ça a valeur prescriptive. Là, c'est à l'indicatif sans que ça puisse avoir valeur de prescription. Par exemple, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est pas doivent naître, naissent. Le but de toute association politique est la conservation. C'est pas doit être. Et ce premier signe est complété par un second, qui est que les orateurs de l'Assemblée constituante, dans ce débat sur la Déclaration des droits de l'homme, ne cessent de dire qu'ils invoquent des principes véritables, des principes vrais. Alors, ça peut nous étonner si nous avons l'habitude, et nous avons l'habitude de raisonner en termes kelseniens et de penser que les normes, et de façon très générale, les propositions prescriptives ne sont pas susceptibles d'être vraies ou fausses. Seules les propositions indicatives peuvent être vraies ou fausses. Je peux dire, c'est vrai, il est vrai que les hommes mentent, mais je ne peux pas dire il est vrai qu'on ne doit pas mentir. Sauf si je décris une norme en vigueur. Et ici, les constituants de 89 parlent de normes, enfin de principes vrais. Alors, de deux choses l'une, ou bien ils n'ont rien compris
à la distinction du normatif et du prescriptif, ou bien les principes dont il parle sont logiquement susceptibles d'être vrais ou faux. Et dans ce cas-là, ce ne sont pas des normes. Ce ne sont pas des normes. Et en réalité, ce ne sont pas des normes. Ce ne sont pas des prescriptions. Et à plusieurs reprises, au cours de la Révolution, on le dit de façon explicite. En 1795, pendant qu'on rédige la Constitution, qui sera la Constitution de l'an 3, le rapporteur dit ceci, à propos de la déclaration des droits et des devoirs qui accompagne la Constitution. Cette déclaration, dit-il, n'est pas une loi, et il est bon de le répéter, mais elle doit être le recueil de tous les principes sur lesquels repose l'organisation sociale. C'est le préambule nécessaire de toute constitution libre et juste. C'est le guide des législateurs. Et l'un des orateurs propose même explicitement de dire que la Déclaration des droits de l'homme n'est pas une loi. N'est pas une loi. Alors, finalement, ça échoue parce qu'on dit on ne veut pas dire que ça n'est pas une loi, c'est trop dangereux, la population va se révolter, mais c'est le sentiment commun, ce n'est pas une loi. Donc, tout le monde dit que les principes sont vrais. Et ils sont susceptibles d'être vrais. Et pourquoi veut-on que ces principes soient vrais et pourquoi prétend-on? Parce que c'est la seule manière de les présenter comme universels. Si on dit cette déclaration... je me souviens d'avoir eu une discussion une fois avec notre ami, ici même d'ailleurs, notre ami Riccardo Guastini, qui est un philosophe du droit, l'un des meilleurs philosophes du droit italien, réaliste, si je peux me permettre, et à qui je disais, mais qu'est-ce que tu fais comme positiviste de la Déclaration des droits de l'homme? Il dit, tout ce que je peux dire, c'est « j'aime les droits de l'homme ». Mais les hommes de 89 ne pouvaient pas se borner à dire « nous aimons les droits de l'homme ». Parce que vous les aimez, mais moi, je ne suis pas forcé de les aimer. Si vous voulez imposer les droits de l'homme, si vous voulez dire que ces droits sont universels, alors ça s'impose à tout le monde. Il faut que ce soit quelque chose d'objectif. Donc il faut que ça ait une valeur de vérité. Et pour dire que ça a une valeur de vérité, il ne faut pas dire que ça exprime, ça correspond à nos préférences morales ou politiques. Il faut dire que c'est un fait objectif. Et comment fait-on? Eh bien, on dit, c'est dans la nature. C'est dans la nature. Et la nature, donc le droit naturel, dans un sens très très large que je vais essayer de préciser tout à l'heure, eh bien, c'est ça qui va permettre de justifier non seulement les droits de l'homme, mais le caractère universel et objectif des droits de l'homme. Et cette idée de nature, naturellement, si j'ose dire, n'est pas limitée à cette question des droits, ni même du droit naturel. Cette idée de nature, on la retrouve dans un très grand nombre de domaines. Par exemple, dans la morale ou dans l'esthétique. Et ce sont des domaines qui sont des domaines voisins. La difficulté avec la nature, c'est comment la connaître et ce qu'elle est. Et comment on y accède? Eh bien, on y accède, mais ça n'est pas subjectif. On y accède par le sentiment, par les émotions, ce qu'on appelait au XVIIIe siècle les passions, dans le langage du XVIIIe, les passions. Et Hume disait les passions commandent à la raison. Avant la raison, il y a les passions, c'est-à-dire les émotions. Et comment peut-on penser que les sentiments
que nous pensons être, que nous croyons être subjectifs, qui sont personnels à chacun. Pourquoi les passions seraient-elles des fondements universels? Eh bien, précisément en raison de la nature humaine. Nous avons tous la même nature, et cette nature commune fait que nous avons les mêmes besoins, les mêmes désirs, les mêmes émotions. C'est en tout cas la justification qu'on en donne, ou en tout cas nous devrions avoir les mêmes sentiments et les mêmes passions, et c'est ce qui justifie que les droits soient universels, puisque tous les hommes sont censés avoir les mêmes passions. Alors, on me dira, mais là vous faites de l'histoire ancienne, nous ne pensons plus comme ça aujourd'hui, et en effet, nous ne pensons plus tout à fait comme ça. Mais je vais essayer de montrer que même les juristes d'aujourd'hui, et spécialement les constitutionnalistes, présupposent, mais ça reste tout à fait implicite, des fondements qui sont des fondements semblables à ceux qu'on rencontrait à l'époque des Lumières. Des présupposés semblables parce que on retrouve dans beaucoup d'argumentations contemporaines des références à des natures. Alors pas la nature universelle forcément des sentiments, mais la nature universelle des besoins. Ou aussi la nature spécifique de telle ou telle chose. Et je vais donc procéder en 3 points. Je vais d'abord montrer que la nature que l'on invoque à l'époque des Lumières est la même nature dans le domaine du droit et dans le domaine de l'esthétique. Puis, ce sera le 2e point, que cette nature, on la connaît par le recours à l'évidence et par les sentiments, les émotions, les passions, comme vous voulez. Et en 3e lieu, le point que je soulignais tout à l'heure, que ce présupposé n'a pas disparu de l'argumentation moderne. Donc, juste une dernière remarque avant de commencer. Je ne parle pas des fondements, je ne parle pas réellement des fondements des droits de l'homme. Il n'y a pas de fondement et il n'y a pas de droits de l'homme. Sur ce point-là, il faut rester positiviste. Mais nous allons parler des discours et des arguments que les hommes utilisaient et utilisent encore quand ils parlent des droits de l'homme. La question n'est pas tant de savoir ce que contiennent ces discours, ça nous le savons, nous avons par exemple des manuels de droits de l'homme ou droits fondamentaux, comme on dit plutôt aujourd'hui, nous avons des livres très, très, très bien faits, nous savons tout ça. Mais la 2e question, c'est la question essentielle que je voudrais traiter, n'est pas tellement ce qu'on dit, mais pourquoi on le dit. Pourquoi implicitement les gens, y compris à l'époque moderne, défendent-ils l'idée des droits de l'homme, l'ont-ils défendu? Comment on argumente? Pourquoi on soutient que les hommes ont tel ou tel droit? Donc non pas quels sont les fondements, mais quels sont les fondements que les juristes, implicitement ou explicitement à l'époque des Lumières, implicitement aujourd'hui, attribuent aux droits de l'homme. Donc, mon premier point, l'invocation de la nature. Dans le droit, dans le discours juridique, par exemple à l'Assemblée, dans les assemblées constituantes, chez les constituants, une référence constante au droit naturel. C'est la déclaration d'indépendance des États-Unis, rédigée par Jefferson. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque
dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre, à l'Angleterre, et de prendre parmi les puissances de la terre la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit. Ils sont deux, la nature et le Dieu de la nature lui donnent droit. C'est ça qui justifie l'indépendance des États-Unis. L'indépendance. Et il ajoute, il faut déclarer les causes qui déterminent notre peuple américain à la séparation. Et il ajoute ceci, nous tenons pour évidente par elle-même, je reviendrai plusieurs fois sur ce mot évident, nous tenons pour évidente par elle-même, en anglais self-evident. Evidence tout seul en anglais ne veut pas dire évidence, ça veut dire preuve. Si on veut dire l'évidence au sens français, en anglais on dit self-evident. Donc en anglais c'est we hold these truths to be self-evident. Donc les vérités suivantes, tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur, etc. Donc voilà, la déclaration d'indépendance, l'invocation de droits naturels, de la nature. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, même chose, les représentants du peuple français, etc., ont résolu d'exposer, voilà encore une fois le déclaratif, l'indicatif, d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Et puis, article 2 de la déclaration, le but de toute association est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits, on les reconnaît comme naturels à cause de quelques caractères. Ils sont antérieurs à la déclaration. Ils existaient avant, on ne fait que les déclarer, on ne les attribue pas, on ne les crée pas. Ils préexistent. Et cette idée de préexistence des droits, donc d'une existence avant l'acte juridique, l'acte, je retire juridique, avant l'acte qui les énonce, eh bien c'est une idée ancienne. Voilà par exemple ce qu'on lit dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, un article sur l'Angleterre. Et il dit « L'idée qu'on doit se faire de la Grande Charte, 1215, revient à ceci, c'est qu'elle est un abrégé des droits naturels et inhérents des Anglais. Un abrégé des droits naturels et des Anglais. Ceux que les rois normands, en donnant dans la suite une charte, se sont engagés à ne la point violer. Mais, dit-il, nous ne tenons pas ces droits de la charte. Ce n'est pas ce vieux parchemin qui nous a donné ces droits. Ce sont ceux que la naissance donne à tout Anglais. Donc, ces droits existaient avant la Grande Charte. Elle n'a fait que les reconnaître. Et le fait de souligner ce point en 89 a des conséquences pratiques importantes et politiques. On va présenter la déclaration au roi. Est-ce que le roi doit l'accepter? Réponse non. Non. Barrière de Vieuzac, le 5 octobre 1789, donc tout de suite après l'adoption de la déclaration, 5 octobre, Barrière de Vieuzac dit à l'Assemblée, on n'a pas besoin du consentement du roi, parce que ils sont antérieurs, non seulement à la déclaration, antérieurs aux droits des monarques. Ils furent toujours indépendants des trônes. Et en effet, s'ils sont naturels, eh bien, les hommes, dès qu'ils étaient des hommes, avaient ces droits. Entre parenthèses, d'ailleurs, une remarque qui devrait prendre place dans le débat contemporain, ça montre que la Déclaration des droits de l'homme ne fait pas partie de la Constitution. Parce que la Constitution, on la votera après, et on adoptera la Constitution sur la base des droits de l'homme. C'est parce que nous avons des droits que nous avons le droit de nous donner une Constitution. Donc on n'a pas besoin des rois pour ça.
Donc les droits de l'homme sont antérieurs aussi à la Constitution. Deuxième signe de ce rattachement à la nature, ils sont dans la nature humaine. Toujours dans l'encyclopédie, il y a un éloge de Burlamaqui. Burlamaqui est un penseur un peu oublié, mais qui a joué un très grand rôle et qui était très célèbre au XVIIIe siècle parce qu'il a été le principal introducteur en France de Pufendorf, un grand théoricien du droit naturel. Et donc on fait l'éloge de Burlamaqui et on dit, dans la première partie de son ouvrage, qui concerne les principes généraux du droit, après avoir défini le droit naturel, il cherche les principes de cette science dans la nature et l'état de l'homme. La nature et l'état de l'homme. Donc, notez bien que c'est la nature de l'homme. Ce n'est pas la nature au sens qu'on donne aujourd'hui à ce mot, de la nature physique du monde, du cosmos. Ça ne comprend pas les arbres et les animaux, mais c'est la nature humaine. Et la nature humaine, alors dans son sens entier, la nature non seulement biologique, mais aussi les désirs et les sentiments que possèdent tous les hommes. Donc, c'est la raison pour laquelle les principes peuvent être vrais ou faux, puisque si l'on observe la nature, alors, en effet, on peut, à partir de la nature de l'homme, on peut énoncer des propositions qui décrivent cette nature et qui sont logiquement susceptibles d'être vraies ou fausses. Alors, certains peut-être évoquer une objection possible. On disait oui, mais les hommes de la Révolution auraient dû quand même savoir. Il y avait Hume avant eux, ils auraient dû connaître la fameuse loi de Hume. Tout le monde sait que la loi de Hume est l'un des arguments que l'on utilise pour dire il n'y a pas de droit naturel. C'est l'argument de Kelsen notamment. Et qui n'est pas le seul, mais enfin c'est un des principaux arguments. Il y a un fossé. Alors lui, un fossé ontologique entre l'être et le devoir-être, mais aussi un fossé logique, et c'est précisément la loi de Hume, d'une proposition indicative. On ne peut pas tirer une norme, une prescription, et inversement. Et cette critique du droit naturel est parfaitement juste, mais elle s'adresse à pas n'importe quelle théorie du droit naturel. Elle s'adresse à juste naturalisme qui est un naturalisme en grande partie fantasmé. Un auteur américain a remarqué, un auteur anglais, c'est John Finnis, qui est le théoricien anglais des droits naturels. Finnis dit, mais Kelsen, en réalité, s'est construit un épouvantail, un straw man, un homme de paille, de juste naturaliste qui prétend tirer des normes des faits. Ça n'existe pas. Il y en a pas. Et le juste naturalisme, en tout cas du XVIIIe siècle, c'était pas du tout ça. C'était quelque chose qui était de deux types. Au XVIIIe siècle, on ne cherchait pas à observer des faits pour en tirer des normes. D'ailleurs, les droits de l'homme ne sont pas des normes, comme on l'a vu. Et puis, il y a deux types de juste naturalisme. Le premier, c'est ce qu'on appelle le rationalisme éthique, qui consiste à partir de quelques principes moraux qu'on pose comme des vérités mathématiques. Et donc, ça, c'est ce que Hume critique. Il dit on ne peut pas déduire quoi que ce soit
principe parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité a priori. Et donc, il y a un autre type de juste naturalisme, et celui-là n'est pas en cause. Ce deuxième, c'est que nos actions ne sont pas, il le dit tout à fait explicitement, nos actions ne sont pas bonnes ou mauvaises, mais elles sont seulement bonnes ou mauvaises parce que nous les trouvons bonnes ou mauvaises. C'est, il le dit à peu près de cette façon, on a beau examiner un meurtre sous tous les angles, on ne verra pas que le meurtre est mauvais, tant que nous ne regardons pas, nous ne considérons pas nos émotions. Quand nous considérons que le meurtre est mauvais, alors nous disons le meurtre est mauvais, mais c'est simplement une façon de parler. Donc, on ne cherche pas à créer des règles morales, et les règles juridiques sont seulement l'expression de volonté humaine, et les droits de l'homme donc ne sont pas l'expression de volonté, mais c'est simplement le correspond de nos passions. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ces principes? Eh bien, c'est tout simple. C'est tout simple, et c'est dit d'ailleurs de façon très claire et très explicite dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, à l'article nature. Loi de la nature. Les lois de la nature, est-il dit, sont des axiomes comme les axiomes mathématiques. Et à d'autres moments, les lois de la nature, les plus générales, les plus étendues, sont comme les axiomes, d'où les autres sont déduites. Donc, et qu'est-ce que c'est que les axiomes en mathématiques? Les axiomes sont des propositions évidemment vraies, par intuition. Nous savons nous ne l'avons pas appris, nous le savons par intuition. Et dans le cas de la nature humaine, eh bien, ça tient à la communauté, au fait que tous les hommes appartiennent à une même espèce, et c'est ça leur nature. Et il dit, ça c'est Diderot, quand bien même on supposerait la notion des espèces dans un flux perpétuel, donc un changement permanent dans le contenu, eh bien, il resterait ceci, la nature du droit naturel ne changerait pas, puisqu'elle serait toujours relative au désir commun de l'espèce entière. L'espèce entière. Tous les hommes ont un désir commun. Et quel est ce désir commun qu'ont tous les hommes? Eh bien, c'est de survivre, et c'est le bonheur. Nous cherchons le bonheur. Et donc, la conclusion, c'est que les droits de l'homme sont fondés dans la philosophie des Lumières, dans la nature et dans la nature humaine. Et la nature humaine elle-même, ce sont les émotions communes. Et ça revient dans les débats. Ça revient constamment. Lafayette, qui était l'un des premiers, sous l'influence de Jefferson d'ailleurs, a proposé qu'on fasse une déclaration des droits de l'homme. Et Lafayette dit ceci: la déclaration des droits de l'homme a pour mission et là j'ouvre les guillemets, de rappeler les sentiments que la nature a gravés dans le cœur de chaque individu. Dans le cœur, donc ce sont les sentiments, et pourquoi sont-ils dans le cœur? Parce que c'est la nature qui les a gravés, notre nature. Même chose chez un autre, bon, mais je veux passer parce que je vois que le temps passe. Donc, voilà pour le droit. Dans l'esthétique, on arrive à des idées semblables. Il y a une idée ancienne, c'est que le beau et le bon, c'est la même chose. Donc, l'esthétique
et la morale, c'est la même chose. Et dans les deux cas, le fondement, ce qui est beau, de ce qui est bon, c'est la nature. Et voici quelques phrases. Jean-Jacques Rousseau, dans La Nouvelle Héloïse. J'ai toujours cru que le bon n'était que le beau mis en action. Et qu'ils avaient tous les deux une source commune dans la nature bien ordonnée. Donc, vous remarquez deux choses. La source commune du beau et du bon, c'est la nature. Mais, attention, pas n'importe quelle nature. La nature bien ordonnée. Bien ordonnée. Donc, ça, c'est un point extrêmement important, dont on retrouve beaucoup de variantes. Voici, par exemple, une autre variante très importante. On dit que l'artiste, c'était une opinion assez répandue, l'artiste, les peintres, doivent imiter la nature. Comme la nature est belle, alors leurs œuvres seront belles elles aussi. Mais attention, qu'est-ce qu'on veut imiter dans la nature? Dans la nature, il y a des choses qui sont pas belles. Alors, il faut faire le tri. Il faut imiter la belle nature. Voilà ce que dit le marquis de Girardin, qui était le protecteur de Rousseau et qui s'occupait beaucoup de paysages, et qui dit les beaux-arts doivent être l'imitation de la belle nature. L'imitation de la belle. L'un est l'original, l'autre la copie. Ils doivent être fondés sur les mêmes principes. Voilà ma proposition invariable. Dans l'ordre physique, tout doit être naturel. Dans l'ordre factice, tout doit être utile quand ça copie la belle nature. Donc il faut reconstruire la nature. C'est une nature reconstruite. Et un autre grand théoricien dit l'art n'imite pas la nature telle qu'elle est, mais telle qu'elle pourrait être, même telle qu'elle devrait être. Et ou un autre, la nature est belle quand elle a le droit de plaire à notre raison par son excellence propre. Elle a le droit de plaire à nous. Mais, et comment savoir? Comment savoir ce qui a le droit de plaire? Eh bien, une grande controverse. Est-ce que la beauté est dans les choses ou est-ce qu'elle est, au contraire, dans l'esprit de celui qui regarde les choses? Eh bien, la réponse du 18e, c'est ce qui est dans l'esprit de celui qui regarde. Ça, c'est la réponse principale, et notamment de Hume, de celui qui regarde. Et cette réponse fait que c'est dans l'esprit parce que ce sont nos émotions. C'est nos émotions qui font que nous allons trouver quelque chose beau. Non pas parce que c'est pas beau, et nous n'éprouvons pas l'émotion parce que la chose est belle, mais comme nous trouvons la chose belle, alors nous la disons belle. Et quel est ce sentiment qui fait que nous avons de l'art? Là, il y a plusieurs variantes, mais l'opinion principale, c'est que c'est ce qui procure du plaisir. C'est ce qui procure du plaisir. Alors, vous me direz, mais nous avons perdu le caractère universel, parce que ce qui est, dans le cas du droit, ce qui est évident pour l'un n'est peut-être pas évident pour l'autre, ce qui est beau pour vous n'est peut-être pas beau pour moi, et vice-versa. Donc, comment retrouver l'universel? Et là, la réponse, elle est simple, c'est que comme nous avons tous, nous participons tous de la nature de l'homme, alors nous avons le même type d'émotion. Et donc, nous aurons tendance à avoir du plaisir aux mêmes choses et à trouver évidentes les mêmes choses. Et si nous ne les trouvons pas spontanément, eh bien, il faut éduquer. Il faut éduquer. Il y a quelque chose en matière esthétique qui s'appelle le goût. Et le goût, eh bien, ça s'apprend. Ça s'apprend à force de voir. Et quand il s'agit de l'évidence et du droit, eh bien, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Donc, il y a un lien entre les deux. Donc, bon, je suis obligé, parce que je ne veux pas non plus abuser, j'en suis encore à la fin du premier point. Je peux parler pour vous. Oui, tu peux parler. Quelle heure il est? Il est presque que 5 heures. C'est encore un quart d'heure. Encore un quart d'heure. Bon. Alors,
Donc, si vous me supportez, je vais parler encore un quart d'heure. Bon, voilà. Donc, c'est le deuxième point. Comment connaître la nature? Bon, là, la réponse est simple. Bon, j'y ai déjà fait allusion. C'est par l'évidence. J'ai cité la phrase de Jefferson. Nous tenons pour évidente par elle-même, etc. Ou une autre phrase de Kenney. Kenney, le grand physiocrate. Il dit « Le droit naturel des hommes diffère du droit décerné par les lois humaines. » Le droit naturel diffère du droit positif, en ce qu'il est reconnu avec évidence par les lumières de la raison. Enfin, les lumières de la raison. Nous avons tous la même raison, donc nous devrions reconnaître le même droit naturel. Et bon, Mirabeau dit la même chose, la déclaration des droits. Une déclaration, si elle était parfaite, eh bien, elle contiendrait des axiomes tellement simples, évidents et féconds en conséquence qu'il serait impossible de s'en écarter sans être absurde et qu'on en verrait sortir toutes les constitutions. Donc, c'est évident. Et alors, pour se prémunir contre le reproche, l'objection du subjectivisme, eh bien, il faut que nous ayons recours à nos émotions communes. Alors, ces émotions, c'est Hume, le grand théoricien, mais il n'est pas le seul. Rappelez-vous que Adam Smith, le grand économiste, l'un des fondateurs de l'économie, il a commencé par écrire un livre qui s'appelait La théorie des sentiments moraux, très proche de Hume d'ailleurs. Donc, l'évidence et les émotions, et j'ai parlé du goût qui s'approche. Alors, le goût en matière d'esthétique, ça s'éduque, et il faut reconnaître une hiérarchie dans les arts, et une hiérarchie dans la beauté, et aussi dans les talents des artistes. Et on distingue ici, en matière d'art, le talent et le génie. Si vous voulez être peintre ou sculpteur ou musicien, eh bien, vous allez dans une école et vous apprenez les règles. Et ça, tout le monde devrait être capable de devenir peintre ou sculpteur, parce qu'il suffit de connaître les règles et ça s'apprend. Et les techniques, naturellement, tout ça s'apprend. Mais il y a ceux qui ont créé les règles. Et ceux qui ont créé les règles, eux, ils n'appliquaient pas d'autres règles. Ils étaient des initiateurs. Et on les appelle des génies. Ils étaient au début. Et ils ont même peut-être violé des règles antérieures. En matière de révolution, c'est ce qu'on fait, mais aussi dans les arts. Alors, et ces gens-là, on les appelle des génies. On dit d'ailleurs que dans l'Antiquité grecque, il y avait, notamment à Athènes, il y avait cette capacité de permettre aux génies de découvrir ou d'inventer les règles nouvelles. Et pourquoi pouvait-on le faire? Alors là, on fait le lien avec le droit et la politique. On explique, ça se trouve dans Condorcet par exemple, on explique que les Grecs vivaient dans un système de liberté. Et la liberté permet l'éclosion du génie, parce que les hommes libres ont le contact, ils voient la nature, ils voient la vérité de la nature, ils utilisent leur raison et leurs sentiments pour voir la nature, pour poser les principes. Et donc, les arts peuvent prendre un nouveau départ. Mais ce que les Grecs ont fait, ce que les Athéniens ont fait, nous, hommes de 1789, qui ouvrons une époque de liberté encore supérieure à celle des Grecs, nous allons faire encore mieux. Nous aussi, nous sommes les génies de cette époque. Et vous voyez des choses tout à fait analogues
Dans Rousseau, dans le contrat social, il y a un chapitre qui est moins connu que les autres, qui s'appelle le législateur. Et vous savez que dans le contrat social, le pouvoir législatif, selon le contrat social de Rousseau, le pouvoir législatif doit être exercé par le peuple. C'est le peuple, c'est la volonté générale qui peut seul énoncer les lois. Mais les institutions, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui donnent des compétences à des autorités par exemple, pour énoncer des lois, ces autorités doivent être instituées. Et le législateur de Rousseau, c'est un homme qui n'a pas de pouvoir, mais qui institue, c'est-à-dire qui, le premier, suggère, c'est le génie. Et d'ailleurs, Rousseau utilise ce terme de génie pour le législateur. Il le dit, c'est cette figure qui invente les règles de base comme le génie dans les arts. Comme le génie dans les arts. Donc, le droit naturel, c'est le recours à la nature telle qu'on la comprenait à ce moment-là. On la connaît par l'évidence, on la reconnaît par les sentiments, mais, et c'est mon troisième point, ces idées-là sont encore, à mon avis, décelables dans les discours et dans les présupposés des juristes contemporains. Aussi positivistes qu'ils se prétendent. Prenons la législation, la doctrine et la jurisprudence, pour reprendre des catégories classiques, dans des législations. Quelques exemples très, très rapides. L'article 1er de la loi IVG. La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait porter atteinte à ce principe, etc. C'est une protection qui est donnée à quelqu'un qui est considéré comme un être humain, indépendamment de la loi. La loi donne sa protection dès le commencement de la vie, et le commencement de la vie, selon la loi, c'est la naissance. D'autres occasions, le droit naturel est interprété et compris autrement. Voici une décision toute récente de la Cour suprême de l'Alabama, 21 février 2024. La Cour suprême de l'Alabama a décidé que des embryons congelés étaient des enfants et que la destruction d'un embryon congelé était un meurtre d'enfant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie Eh bien, la Cour, commence par invoquer la constitution de l'État de l'Alabama, qui est une constitution ancienne, 1909, et qui dit qui affirme la sainteté de la vie non née. Donc, il s'agissait d'interdire l'avortement dans la constitution de l'Alabama. Et la sainteté désigne le caractère divin de la vie, car la vie a été créée par Dieu Tout-Puissant. C'est dans les indications, dans les motifs de la décision de la Cour suprême de l'Alabama. La sainteté de la vie, et donc il y a tout un développement sur l'Ancien Testament et sur la volonté de Dieu. Mais
Mais vous trouvez des choses très analogues. Je n'ai pas le temps de donner beaucoup d'exemples, mais dans des discussions sur le genre aujourd'hui, quand certains féministes disent que la détermination des sexes n'est pas naturelle, mais qu'elle est culturelle, alors c'est naturellement une certaine conception de la nature. Et c'est simplement l'envers des décisions de l'époque de la Révolution, quand on disait qu'on ne peut pas donner aux femmes le droit de suffrage parce qu'elles étaient naturellement incapables de l'exercer, comme les enfants ou les fous sont naturellement incapables de l'exercer. Donc, bon, dans la doctrine, bon, quand vous prenez le débat sur le mariage entre personnes de même sexe, mariage pour tous, eh bien, une partie de la doctrine expliquait que on ne pouvait pas faire une loi permettant le mariage entre personnes de même sexe parce que la nature du mariage, c'est que c'est une union entre un homme et une femme. D'éminents collègues ont écrit littéralement ce genre de choses. C'est bien donc la nature. Mais on trouve aussi, même chez des personnes d'un bord politique tout à fait opposé, le débat sur l'universalisme. Daniel Lochac écrit un petit livre très, très intéressant sur l'universalisme des droits de l'homme. Et elle écrit ceci: quelle serait la raison d'être des droits de l'homme s'ils n'étaient sous-tendus par la conviction qu'ils valent pour tous? Et elle tente de distinguer entre l'universalité de la déclaration de 89 qui s'enracinait dans la nature et la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, dans un cas, c'est la déclaration, et dans l'autre cas, dans un cas, c'est le droit naturel, et dans l'autre cas, c'est l'universalité. Donc, elle tente d'opposer. Mais en réalité, quand elle poursuit, l'universalité des droits de l'homme en 1948 trouve son origine dans la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Donc, pour ma part, je ne vois pas la différence entre l'idée de nature humaine, nature commune à tous les hommes, telle qu'on pouvait la décrire en 1789, et l'idée de dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. C'est exactement la même chose. Simplement, on n'ose plus dire la nature humaine, on dit la dignité humaine, mais c'est à mon avis la même chose. Bon. Il y aurait aussi des exemples dans la jurisprudence, et notamment dans un certain nombre de discussions sur la qualification juridique qui se réfèrent véritablement à la nature, voire à la nature humaine, et pas seulement la jurisprudence sur la dignité. C'est pas seulement le lancer de nain, mais ça va bien au-delà. Donc, conclusion, trop tardive, et pardonnez-moi. Mais la conclusion sera très très brève. Au fond, il n'y a pas tellement de différence entre le droit naturel du XVIIIe siècle et le positivisme juridique. Parce que si on demande à un positiviste juridique comme Kelsen, par exemple, qu'est-ce qui permet de comprendre le contenu des décisions? Il dit, moi, je ne m'intéresse pas au contenu.
Mais qu'est-ce qui permet de comprendre le contenu? Ça n'est pas mon domaine parce que ça relève de l'idéologie. L'idéologie, les valeurs de ceux qui sont au pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est que ces valeurs qui sont au pouvoir? Ce sont les émotions. Ce sont les émotions. Donc, encore une fois, ce sont deux manières de dire que le contenu des normes, le mode d'argumentation, naturellement, n'est pas le même, mais que le contenu des normes reflète les émotions. Alors, c'est une phrase très générale, naturellement. La différence, elle est très importante, c'est que dans le droit naturel, on prétend que les émotions sont universelles, ou en tout cas qu'il faut les traiter comme universelles, tandis que dans le positivisme juridique, on comprend les émotions comme étant subjectives et relatives. Deuxième remarque pour conclure, c'est que la Déclaration des droits de l'homme, qui était une déclaration du droit naturel et qui n'avait pas valeur de droit positif en 1789, cette déclaration, elle est bien devenue du droit positif. En tout cas, dans les pays qui l'ont proclamé à nouveau, inscrit dans leur constitution. En France, eh bien, on peut dire que c'est la Constitution de 1958 et surtout la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a fait de la Déclaration des droits de l'homme une source positive de droit. Mais la déclaration de 89, bien que positivée en 58 et en 71, n'a pas perdu complètement son caractère de droit naturel, dès lors que pour justifier des décisions d'ordre législatif ou d'ordre jurisprudentiel, il faut recourir dans l'argumentation, il faut recourir à l'idée de nature humaine ou de nature d'une institution ou de nature d'une liberté. Pardonnez-moi d'avoir été trop long. Merci infiniment, cher Michel. Nous te pardonnons, car nous n'avons pu que voir tes paroles, et la police du temps que j'ai exercé était très laxiste, puisque effectivement, il était difficile de t'interrompre compte tenu de la richesse et de la haute tenue de ton propos, et je souscris entièrement à la conclusion à laquelle tu aboutis, à savoir que, au fond, ce qu'on appelle les droits naturels de l'homme, tels qu'ils ont été proclamés en 1789, étant donné qu'ils sont le fruit d'émotions, ne sont pas naturels, dans la mesure où les émotions peuvent varier d'un être à l'autre, et donc, comme le disent les penseurs dits émotivistes, je pense en particulier à un certain Jules Hayer, qui est un penseur du début du XXe siècle, les émotions, par définition, ne sont ni vraies ni fausses. Elles ne valent que ceux qui en sont l'objet estiment qu'elles sont. Donc, elles n'ont pas de caractère universel. Ce en quoi, donc, l'invocation, comme tu le dis, à la fin de ton exposé, en guise de chute, l'invocation du droit naturel est, comme le disait un certain Georges Vedel il y a quelques années, d'une commode plasticité. Alors, il y a beaucoup de choses que tu as abordées et j'observe une certaine évolution dans tes centres d'intérêt vers tout ce qui est de l'ordre de l'esthétique maintenant. Tu travailles beaucoup maintenant sur les rapports entre l'art, l'esthétique et le droit, et en particulier le droit naturel tel qu'il avait été conçu au XVIIIe siècle. Et donc, il y a
là des nouvelles pistes à creuser. Je crois qu'il y a encore bien une 50aine d'années pour ce faire. Ça au moins. Si la nature humaine le veut bien, si ta nature humaine le veut bien. Et d'ailleurs, des propos qui sont très intéressants, qui rejoignent beaucoup des thèmes qui sont très actuels, notamment, surtout par rapport au discours environnementaliste. Hein. Tous ceux qui s'intéressent à l'écologie s'intéressent en même temps à l'esthétique de la nature. Récemment, nous avons un collègue philosophe de l'université de Nancy qui s'appelle Christophe Bourriaud, qui vient de sortir un petit essai qui s'appelle Kant écologiste, où il explique qu'en fait, Kant, on peut fonder le respect des droits de la nature, non pas des droits naturels de l'homme, hein, mais des droits de la nature, par exemple le fait d'attribuer des droits aux fleuves, aux arbres, à tout élément non humain, en partant de l'hypothèse que la nature est dotée d'une esthétique qu'il convient d'apprécier. Et ça, Kant le disait dès la critique de la faculté de juger, hein, la troisième critique, qui a suivi la critique de la raison pure, puis la critique de la raison pratique. Il y a la critique de la faculté de juger. Qu'est-ce que le beau ? Réponse, tout dépend du goût, tout dépend de l'éducation que l'on a eue, hein, mais il existe un goût universel si on a eu une bonne éducation. Et la nature fait partie de ces objets qu'il faut apprécier. Et il faut tellement les apprécier à tel point que nous devons lui reconnaître à cette nature des droits. Donc il y a tout un discours aujourd'hui, tout un travail qui est accompli par des auteurs contemporains sur la liaison entre droit naturel, droit de la nature et esthétique. Donc je recommande ce petit ouvrage de Christophe Bourriaud qui s'appelle Kant écologiste. Alors il y a beaucoup de questions, je vais laisser à la salle le loisir de t'en poser. Peut-être je vais user de mon privilège de président de séance pour te poser une première question, simplement au sujet de ce que tu disais à propos de Daniel Lochac, qui effectivement, dans son excellent livre sur l'universalisme, hein, ou les valeurs universelles, je ne me souviens plus trop du titre, distingue entre la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et la Déclaration universelle, en disant qu'il y en a une qui est basée sur donc, la nature, sur le droit naturel, ça c'est la déclaration de 89, et l'autre sur l'idée d'universalité. Et tu dis que ça revient au même, parler de dignité ou de nature humaine. Alors j'aurais peut-être une petite réserve, je me demande si on ne parle pas aujourd'hui de dignité et si on ne privilégie pas le terme dignité à nature humaine, tout simplement pour répondre au discours des antispécistes qui considèrent que en fond, il n'y a pas de nature humaine. Il y a les animaux humains et les animaux non humains, mais ce sont tous des animaux, et donc nous avons tous la même nature, et donc on ne doit pas décréter une barrière, comme l'a fait Descartes, ce qu'on appelle la rupture ontique entre l'animalité et l'humanité. Tout cela est métaphysique, ça ne va pas de soi. En fait, il n'y a pas du tout de barrière, et ça rejoint ce que disait Sartre. Dans l'existentialisme et l'humanisme, il n'y a pas de nature humaine. Il y a une condition humaine, mais il n'y a pas de nature humaine. Le propre de l'homme, c'est de ne pas avoir de nature, puisque, comme chacun sait, alors c'est en cela que finalement il est quand même substantialiste, Sartre, puisqu'il met l'humain sur un piédestal par rapport au non-humain, puisqu'il dit que la spécificité de l'humain, c'est de ne pas avoir de nature, et c'est de se faire lui-même. Hein. Et c'est ça l'existentialisme. L'homme est ce qu'il fera. Mais en disant qu'il n'y a pas de nature humaine, on peut rejoindre le discours des antispécistes en disant oui, il n'y a pas de nature humaine, puisque les animaux humains, comme les animaux non humains, relèvent de la même nature. Et donc, si l'on veut spécifier l'humain, il vaut mieux parler de dignité. C'est ça, c'est peut-être pour ça qu'elle dit que... Et si tous les hommes ont cette dignité humaine qui est différente de la dignité des animaux, alors donc ça revient à la nature humaine. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est quand même... je pense qu'elle l'a dit, parce que ce livre, elle l'a écrit, je crois, c'était dans les années 2010, et je crois qu'elle l'avait écrit au moment où, justement, on assistait à une montée du discours antispéciste. Oui, je crois que c'était surtout pour combattre les thèses selon lesquelles les droits de l'homme et la prétention à l'universalité des droits de l'homme étaient une manifestation du colonialisme et de l'impérialisme occidental. Et que
d'autres peuples pouvaient dire après tout, nous ne voulons pas parce que nous avons notre propre culture, et notre propre culture implique des droits qui sont différents. Après tout, si nous avons envie de pratiquer l'esclavage, pourquoi pas. Oui, oui, remise en cause de l'universalisme que l'on considère comme un paravent de la domination post-coloniale de l'Occident. Voilà, donc ce en quoi les Lumières sont attaquées sur leur front gauche. Alors voilà, la parole est à la salle. Si vous avez, je crois qu'il y a beaucoup de prises, beaucoup de questions, tellement le discours était riche. Oui, Noureddine Belabas. Bonsoir. Il faut non, mais si tu veux qu'elle soit enregistrée, ta question, et que les auditeurs puissent en profiter au-delà de la salle. Peut-être qu'elle ne soit Pardon. Bonsoir. J'aurai quelques questions à poser, donc je vais sélectionner au fur et à mesure que je parle. Donc, première question, sur l'importance donnée à l'idée de nature. Je me demande si on se situe dans une perspective d'histoire des idées, si on ne peut pas considérer que cette idée de nature est véritablement une épistémée au sens où l'entend Foucault, avec ses règles et ses contraintes. Donc, c'est ma première question. Je peux répondre tout de suite. Je voudrais vous poser l'autre, comme ça, et puis après, si c'est possible, j'en poserai d'autres. Par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments, par rapport aux sensibilités, et à la manière de les aborder au XVIIIe siècle, est-ce que les travaux récents dans le domaine de l'histoire culturelle et plus précisément de l'histoire des sensibilités, qui nous montrent en fait qu'il n'y a pas d'universalité, que tout a une histoire, la manière de sentir, la manière d'entendre, la manière de voir, la manière de goûter, etc. Est-ce que les apports de cette histoire des sensibilités ou de cette histoire culturelle n'a pas une incidence et ne peut pas avoir une incidence sur la manière dont on aborde les émotions et les sensibilités au XVIIIe, par exemple, au siècle des Lumières? La première question est la plus facile. Donc, je commence par là, parce que l'esprit de facilité chez moi, c'est... Bon. Oui, Foucault, bien sûr, c'est l'épistémée, c'est évidemment. Donc, pas la peine de développer, évidemment, c'est précisément quand... Mais avant Foucault, il y avait eu Jean Errard. Et Jean Errard a écrit un livre absolument formidable sur l'idée de nature, précisément, l'idée de nature au début du XVIIIe, et il recherche dans tous les domaines dans lesquels on trouve cette idée de nature, donc c'est pas partout qui imprègne toute la philosophie et tous les domaines de la pensée et même de l'action. Donc oui, c'est avant Foucault, mais c'est la même idée. Donc alors, sur le fait que les travaux modernes montrent qu'il y a des sensibilités différentes. Et alors, il y a des sensibilités différentes, évidemment, aujourd'hui, et il y avait des sensibilités différentes au XVIIIe siècle. Mais la question, ce que j'ai tenté de montrer, c'est pas tellement s'il y avait vraiment des sensibilités communes, mais qu'il y avait la croyance dans la communauté des sentiments, dans l'universalité des émotions et des sentiments. Et cette communauté de sentiments vient de ce que tous les hommes ont des besoins. Ils ont des besoins physiologiques, et puis ils ont des désirs communs, et c'est le bonheur. Là, il y a un autre livre très important, l'idée de bonheur, de Mozy, voilà. Et donc, cette idée de bonheur revient dans la déclaration américaine, le droit à la recherche du bonheur, puis dans les écrits de tout le monde. Donc, on veut. Alors, ce qui est commun, c'est pas tellement que les sensibilités elles-mêmes. Ce qui est commun, c'est la croyance dans la communauté des sentiments. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Christiane. Alors, tout d'abord, je vous remercie pour cette présentation et j'aurai aussi 2 questions. La première question, elle porte sur la remarque d'un député de 1793. Je n'ai plus exactement la date et je ne la retrouve pas, mais qui, pour contester la valeur législative ou du moins juridique de la Déclaration des droits, reconnaît tout de même qu'elle guide la conduite du législateur. Et là, pour parler peut-être cette fois-ci de la nature du droit, ou du moins de sa fonction, est-ce que la fonction des normes et la nature normative de quelque chose, c'est pas justement de guider les conduites? Et donc, à ce moment-là, à travers ce que dit ce député, je ne sais plus qui c'est exactement, au final, est-ce qu'il ne reconnaît pas, à travers cette citation, la nature en réalité normative de la DDHC sans qu'elle soit pour autant juridique? Et ensuite, la deuxième question, elle porte sur est-ce que le recours à la nature sur la question des droits naturels ne traduit pas en réalité un défaut de justification? Et donc, on a recours à cette idée de sentiment parce qu'on n'a pas d'autres arguments forts. On est dans un manque de connaissances ou de démonstration pour justifier les droits de l'homme. Et à ce moment-là, ce qui signifierait qu'avec une amélioration, par exemple, des connaissances en termes de ce que serait la nature humaine ou de ce que seraient les émotions, les désirs et les passions. Là, je pense aux avancées scientifiques sur, par exemple, les sciences cognitives ou neurosciences, tout simplement. Est-ce qu'on n'aurait pas alors une justification qui viendrait de ces droits de l'homme? Voilà. Alors, sur le premier point, vous avez raison. Ce n'est pas parce qu'on dit que ce n'est pas une loi que si on admet aussi que c'est un guide pour les conduites, notamment les conduites des législateurs, ça n'est pas pour autant qu'on nie le caractère normatif. Au contraire, on dit c'est normatif, mais tout ce qui est normatif n'est pas du droit. Et la grande question, c'est de distinguer. La morale aussi est un guide. Les sentiments peuvent être des guides, les religions peuvent être des guides, etc., etc. Donc, la question que l'on pose aujourd'hui, mais que posait aussi ce député, c'est de faire la séparation entre des systèmes qui sont normatifs et parmi les systèmes normatifs, de distinguer ce qui est juridique et ce qui ne l'est pas. Et donc, la conclusion, mais c'est pas de ce député isolé, lui, il a proposé la formule, et puis c'est un député obscur, vous n'avez pas retenu son nom et moi non plus, mais c'était très significatif, parce que on fait cette déclaration, mais on ne veut surtout pas que ça soit dit obligatoire, parce que vous allez voir des gens qui vont s'en prévaloir. Et c'est très dangereux. C'est aussi très dangereux de dire que ça n'est pas obligatoire. Donc on fait très attention. On fait très attention. Et c'est pour ça qu'on fait, on fait une déclaration des devoirs. Et on dit qu'il faut faire une déclaration des devoirs précisément pour éviter que les gens aient des prétentions exagérées et qui se prévalent des droits. Donc on va faire une déclaration des devoirs à côté. Mais cette déclaration des devoirs, on est très embarrassé. On ne sait pas comment la faire. On ne sait pas quoi mettre dedans. Parce qu'on dit, mais ça ne sert à rien. D'ailleurs, en 89, on avait décidé de ne pas faire une déclaration des devoirs, parce que les devoirs, c'est simplement l'envers des droits. Et donc, on n'a pas besoin de déclaration. Alors, on fait une déclaration qui tient en 3 articles. Et le dernier, c'est « Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon père, bon ami, bon époux, bon frère ». Mais c'est bon, c'est de la morale très, très élémentaire, mais il n'y a rien. Donc, non, donc vous avez raison. C'est normatif, mais le point important, c'est que ce n'est pas du droit. C'est très important. Alors, le deuxième point, est-ce qu'on ne peut pas avoir maintenant une meilleure connaissance de la nature humaine et en tirer quelque chose?
ce qu'on cherchait en 89, si vous cherchez le parallèle, ce qu'on cherchait en 89 dans la nature, c'est pas seulement des mécanismes d'ordre biologique ou physiologique. C'était les communautés d'émotions, des communautés des similitudes dans les émotions, les règles de la raison, ce qu'on trouve partout. Alors maintenant, les sciences cognitives ne vont pas bouleverser ce que nous savons de la raison humaine. Les sciences cognitives peuvent viser à mieux connaître ce qui se passe dans le cerveau et dans le système neuronal lorsque nous pensons quelque chose, lorsque nous éprouvons des émotions. Mais ça ne nous dit rien sur une nature humaine, et ça ne prétend pas d'ailleurs dire quoi que ce soit sur une nature humaine quelconque, et encore moins sur l'idée qu'on pourrait fonder un principe quelconque, un principe de vie. Il faut pour fonder un principe quelconque, il faut bien une décision. Il faut bien, donc, vous savez probablement beaucoup plus de choses que moi sur les sciences cognitives, mais à ma connaissance, on n'a pas proposé de théorie des droits de l'homme fondée sur ces sciences nouvelles, pas plus qu'on ne peut fonder des règles sur la médecine à partir d'une connaissance de la médecine. Les règles, est-ce qu'il faut, je ne sais pas, permettre telle ou telle conduite, eh bien, dans les hôpitaux, telle ou telle conduite à l'égard du corps humain, est-ce qu'il faut permettre cela? Ça ne peut pas se fonder sur la science médicale, sous peine de se voir reprocher l'épistocratie. Ah oui. Oui. Les médecins disent que trop fumer tue, mais ils ne disent pas tu ne dois pas fumer. Merci. Est-ce que ça marche toujours? Parfait. Tout d'abord, je me joins aux remerciements pour votre présence ici aujourd'hui. J'aurais une question sur plus de logique. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans ce recours à la nature une manifestation historiquement située, l'expression, une manifestation d'une contrainte logique qui, elle, serait plus atemporelle, qui est que tout discours de pouvoir doit se fonder en nécessité. Pour donner un exemple, est-ce que le fait, au XVIIIe siècle, en 1789, de dire que l'organisation politique doit être ainsi plutôt qu'autrement, sur un argument de nature, ne suit pas exactement la même structure formelle que telle réforme est imposée par les lois de l'économie. On peut citer d'autres exemples. Par exemple, pour le colonialisme, c'est ainsi que la philosophie des Lumières a été sollicitée. C'est ainsi que les nazis justifiaient l'invasion de l'Europe par l'idée d'un espace vital, donc d'une nécessité pour les Allemands de s'étendre sur l'Europe, etc. Bref, est-ce que ce n'est pas juste une énième manière de dire que tout pouvoir doit dire qu'il n'est pas arbitraire, tout simplement, qu'il existe parce qu'il doit exister, pour soustraire en quelque sorte au débat possible son existence même? Alors, je me permettrai d'être en respectueux des accords avec vous. Parce que la nécessité dont vous parlez, c'est un rapport entre la fin et les moyens. Et en effet, la nécessité dont vous parlez, c'est bien ça. Je veux telle fin, et donc je dois employer tel moyen. L'espace vital, c'est un exemple. J'ai besoin de... Je souhaite, je sais pas moi, la victoire ou la gloire du peuple allemand, et donc j'ai besoin d'espace vital. C'est le moyen d'y parvenir. Et ce qu'on appelle en théorie les normes anancastiques, pour dire bon, il faut pas, voilà. Pour rester en bonne santé, c'est le falloir être. Il faut éviter
fumer. Le moyen de rester en bonne santé, c'est l'un des moyens possibles, c'est pas sûr, c'est d'éviter de fumer, c'est un moyen. Là, ce qu'on cherche au XVIIIe, c'est non pas les moyens, c'est facile de raisonner sur les moyens, ce qu'on cherche, c'est les buts. Quel est le but qu'on doit se proposer? Et le recours à la nature permet et doit permettre, dans l'esprit des Lumières, de déterminer les buts. Et c'est pour ça qu'on a recours à la religion, on a recours à l'idée de nature qui est un substitut commode. Je ne sais pas si ça répond. Si, je vous remercie. Et alors la nécessité publique qui est mentionnée dans l'article 17 de la Déclaration et qui justifie l'expropriation, c'est une nécessité qui relève d'une obligation de moyens ou de but, si ce n'est lorsque la nécessité publique l'exprime. Oui. Alors c'est l'expropriation qui est le moyen ici. Oui. Là, c'est le but, mais c'est un but contingent. Le but plus général, eh bien, c'est le bonheur de l'espèce humaine. Et donc l'homme a le droit de vivre dans une société parce que ça lui apportera un degré de bonheur supplémentaire. Et dans cette société, il y a des nécessités publiques. Donc la nécessité publique est le moyen de parvenir, de contribuer en tout cas au bonheur, et l'expropriation est le moyen et les moyens des moyens. Oui. Il y a une phrase que j'ai oublié de citer tout à l'heure, mais qui est aussi très à mon avis, très, très importante. La Constitution de 58. Le préambule de la Constitution, quand il parle des droits de l'homme, il dit « Le peuple français proclame son attachement ». C'est une émotion, ça. Voilà l'émotion. Ouais. Voilà l'émotion. Oui, j'aurais une question. Oui. Avez-vous une explication à l'aveuglement de la vision de ce qui est la référence, la nature, c'est-à-dire le laid ou le mal? Pourquoi retient-on que ce qui est nature est que le beau et le bon? Eh bien, c'est aussi contemporain d'ailleurs, je veux dire. C'est pas qu'au XVIIIe. C'est vrai. Mais donc j'ai rappelé tout à l'heure que quand on dit la nature, c'est pas n'importe quelle nature. Mais la nature humaine. Non, mais même dans la nature humaine, c'est ce qui est beau dans la nature humaine. C'est pas tout, c'est la nature bien ordonnée. C'est la belle nature. C'est la belle nature. Quand et c'est la nature humaine aussi. Ça, vous l'avez déjà dans la pratique des arts de la Renaissance. Quand on mais les arts de la Renaissance qui se dérivent du platonisme. Il y avait à Florence, dans la Florence du XVIe siècle, il y avait une académie qui était une académie platonicienne, où les peintres et les artistes et les princes, enfin, c'est les Médicis qui avaient organisé ça, où on discutait Platon. Et donc fréquentaient ça, Botticelli et tous les autres. Et donc, quand il disait il faut imiter la nature, on ne va pas imiter n'importe quoi. On trouve bien des choses, et même la nature humaine. On va reproduire, on va faire le portrait d'une femme. Vous voyez, regardez la Vénus de Botticelli. C'est pas une vraie femme. C'est une femme idéale. C'est une femme reconstruite, justement. Et qui correspond, parce que qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'essence. Et alors la nature, au sens de Platon, c'est des idées, c'est-à-dire des essences. Et donc la belle nature, celle à laquelle on se réfère, c'est pas la nature brute telle qu'elle est directement accessible à nos sens, mais telle que, par notre raison, nous avons réussi à déterminer ce qui est beau. Alors naturellement, on peut diverger là-dessus, mais c'est pas la nature en elle-même, parce que dans la nature, vous trouvez des choses, les mêmes choses d'ailleurs pour ce qui concerne les relations entre les, si vous voulez, dans la nature, les gros poissons mangent les petits, c'est pas forcément bien. Donc, mais c'est un manque de réalisme. C'est très bien ce qui est naturellement méchant et naturellement vrai, c'est naturel.
Mais bien sûr que c'est naturel. Mais nous faisons la différence dans tout ce que nous voyons là pour dire ce qui est naturellement beau et ce qui est naturellement laid. C'est une nature telle que nous la voulons. Telle que nous la voulons. Nous la voulons comme ça parce que nos émotions, ce sont nos émotions qui nous permettent de changer tout ça. Ce qui nous permet de... Le mal est aussi, enfin, je veux dire, on peut être, les émotions peuvent être aussi valables face au mal ou face au laid. Bien sûr. On a les mêmes types d'émotions, enfin les mêmes types. Oui. On a des émotions. Oui. Pourquoi on a voulu, c'est un aveuglement, on part sur des principes qui sont, entre guillemets, faux. Moi, parce que la nature est naturellement bonne, belle, et laide et mauvaise. Mais ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est l'expérience. Mais ça, c'est vous quand vous dites cette nature est belle. Alors, vous avez reconstitué, vous aussi, une nature belle et une nature laide. Et donc, vous avez fait ça avec votre raison, avec vos émotions, avec vos sentiments. Mais vous avez recréé une nature qui n'est pas la nature brute telle que nous la voyons autour de nous et telle que vous la voyez vous-même autour de vous. Vous avez à l'intérieur de cette nature, vous avez séparé le beau du laid. Mais c'est vous qui l'avez fait. Oui, puisqu'on veut une référence, Ouais. quand elle soit, on va dire universelle, mais aussi large. Mais de la même façon, vous pouvez dire Dieu. Et ce sera... Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est naturellement que les gens se tournent vers le bon? Ah non, vers le beau, non, mais pour Le bon. non. Naturellement, on se tourne vers quelque chose qui va justifier nos... On a besoin d'arguments. Alors, vous allez dire Dieu, vous allez dire la nature, certains vont dire que c'est la même chose, mais vous avez besoin de quelque chose. Et donc, la nature est quelque chose qui, au XVIIIe siècle, remplace Dieu. C'est un masque. Qui est un argument qui se trouve être accepté au XVIIIe siècle. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Je ne dis pas qu'ils ont raison, c'est ce qu'ils ont voulu montrer. Et c'est ce que, et en réalité, aujourd'hui aussi, on a recours à une certaine idée de nature. C'est ce que disait aussi un peu Clément Rosset dans Le réel et son double. La nature est une construction. Oui, bien sûr. Absolument. Et ça renvoie finalement à la distinction que les Grecs faisaient entre le chaos et le cosmos. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'ils appelaient la nature, elle n'est pas naturelle. Le cosmos, c'est l'harmonie, mais c'est une harmonie arrangée, enfin, c'est une construction. Le chaos, lui, est naturel au sens où c'est l'être réel. Mais maintenant, les hommes prêtent à ce chaos une rationalité qu'il n'a pas, et ils créent ce que Emmanuel Kant appellera le règne des fins, c'est-à-dire un cosmos, mais qui est artificiel. La notion de cosmos est totalement artificielle. Comme toutes les notions. Oui. Donc en fait, il pratiquait, au XVIIIe siècle, il pratiquait déjà le sophisme naturaliste en invoquant la nature. C'est le sophisme, alors, le sophisme naturaliste, c'est encore autre chose. Le sophisme naturaliste consiste, c'est la violation de la loi de Hume, consiste à tenter de dériver du droit des faits ou des normes de propositions indicatives. Ça, c'est le sophisme. Oui. Maintenant, ce qu'il faisait, c'était pas des normes. C'était pas des normes, c'était simplement dire, voilà, nous considérons que la nature humaine, c'est d'avoir des désirs. Oui. Mais alors, quand ils écrivent « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », tu as dit au début de ta conférence que c'est vraiment une phrase. Alors, c'est une phrase qui est conjuguée à l'indicatif présent, et dans leur esprit, ce n'était pas une prescription, c'était vraiment une indication. Ils naissent. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que dans leur arrière-pensée, c'est une prescription? Ils veulent que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors, donc la prescription, c'est demeure. Oui. C'est demeure. Oui. C'est demeure. Mais par contre, naissent, c'est la prescription. Naissent, ça, c'est biologique. Oui. C'est biologique. Alors, certains disaient d'ailleurs que s'ils naissent dans l'état de nature, ils naissaient aussi. Donc, ils ne pouvaient pas être égaux en droit dans l'état de nature, parce qu'il n'y avait pas de droit du tout. Oui. Alors, c'était une espèce de discussion qui a eu lieu là-dessus. Mais donc, on a dit naissent et donc on a ajouté demeure pour éviter de justifier l'esclavage ensuite ou la servitude. Tu voulais poser une question? Oui, une petite question. Je n'ai absolument rien lu sur l'influence, par exemple, des sensualistes du XVIIIe sur ce qui s'est passé
dans la seconde moitié du XVIIIe et qui a abouti notamment à la Révolution française et à la Déclaration de 89. Je sais que, par exemple, les matérialistes étaient importants, hein, la Métrie, Helvétius, D'Holbach, etc., que Condillac a eu une importance considérable, qu'il a eu beaucoup de disciples, mais je n'ai jamais rien lu, je veux dire un texte savant, sur l'influence de ces matérialistes, en somme, parce qu'ils étaient matérialistes, sur la volonté, sur l'art de gouverner, sur l'art de modifier la société, et surtout sur la Révolution française, qui maintenant est devenue, je veux dire, on trouve pas mal d'études ayant pour objet la Révolution française. Hein, je veux dire, les influences religieuses, les influences culturelles, les influences, etc., etc. Rien, je n'ai absolument rien lu là-dessus. C'est pas faute d'avoir cherché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de texte important. Moi, je n'en connais pas non plus, mais tu as raison. Il y a effectivement une influence de Condillac qui est très grande, enfin pas directement sur la Révolution, mais indirectement, parce que Condillac, sur Diderot, sur Hume, c'est très important. Et sur les physiocrates, c'est très important. Alors, sur les physiocrates, il y a pas mal de choses maintenant. Mais Condillac et la Révolution, non, je ne connais rien. Oui, Condillac, c'est vraiment le sensualisme. Oui. Les sens priment sur la raison. L'accès à la connaissance passe d'abord par les sens. Par les sens. Et ensuite, et la raison, ça n'est qu'une version édulcorée de ce que nous impriment les sens. Et Hume le disait. Bonjour professeur, merci pour votre intervention. Sur ce qu'a dit monsieur, je pensais avoir compris. En fait, je réalise que non pendant votre intervention, parce que vous dites, quand ils évoquent la nature, c'est la nature bien ordonnée. Alors, je comprenais la référence à la nature pour tenter d'avoir une source objective, un fondement objectif à ce que c'est que le beau et le bon. Mais si on met dans la définition de nature déjà ce qui est bien ordonné, le serpent se mord un peu la queue, là. Oui, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Non, vous avez très bien compris. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Mais d'ailleurs, c'est exactement le reproche que Diderot fait à l'abbé Boiteux, qui avait écrit un truc sur la beauté, et qui lui aussi disait... c'est la belle nature, pas la nature, mais la belle nature qui importe. Et il dit, mais il ne nous dit pas ce que c'est que la belle nature. Et c'est ce reproche qui est repris par beaucoup d'autres et que vous reprenez très justement. Donc, ce qu'on vous dirait, c'est que... mais on n'échappe pas au cercle vicieux. Mais ce que vous direz les hommes du XVIIIe, c'est que nous sommes capables de distinguer la belle nature de l'autre parce que c'est par nos émotions. Et nous avons des émotions qui sont semblables. Et ça nous permet de distinguer la belle nature de celle qui n'est pas belle. Mais, en effet, rien ne garantit que nos émotions soient effectivement les mêmes. Mais c'est pour ça qu'intervient, alors là, toute cette réflexion sur l'éducation, sur le goût. Alors le goût en matière esthétique et le goût qui s'apprend, et tout le monde n'a pas le goût aussi raffiné, donc ça Voltaire le dit aussi très, très, très bien. Il y en a qui ont bon goût, il y en a qui n'ont pas bon goût, et ceux qui n'ont pas bon goût, ils doivent apprendre et doivent s'instruire. Et puis, mais aussi dans d'autres domaines, il faut l'éducation, et c'est... Et d'ailleurs, il y a un autre cercle, d'ailleurs. L'autre cercle, c'est que les citoyens vont être capables de participer à la vie de la cité si ils sont éduqués. Et ils sont éduqués pas seulement par l'école, mais par les fêtes, par la religion civile aussi, chez Rousseau. Ils vont être éduqués comme ça. Mais s'ils sont éduqués de cette façon, ils vont pouvoir participer. Eh bien, c'est aussi l'institution qui les forme en tant que citoyens. Donc, le citoyen forme le corps collectif et le corps collectif forme le citoyen. Et il en est de même pour
pour l'esthétique. Nous allons faire de la belle nature parce que nous avons des sentiments communs, et nous aurons des sentiments communs parce que nous aurons vu des œuvres d'art et que nous aurons éduqué notre goût. Donc ça met... Mais là encore, dans cette éducation au goût, j'entends quelque chose de très linéaire. Ça va dans un seul sens, quoi. Il y a, vous dites plus on affine, donc c'est-à-dire il y aurait une espèce de goût, vers lequel on devrait tous tendre. Oui. Alors dans l'esprit du 18e, oui, bien sûr. Il n'y a pas de subjectivité totale, de relativisme du goût. Il y a un bon goût et il y a un beau idéal. Donc on revient à ces idées platoniciennes. Il y a un beau idéal et quand tout le monde, si tout le monde était éduqué, tout le monde le verrait. Oui. C'est ce que développe un petit peu Brillat-Savarin dans Physiologie du goût. Ouais. Il y a des idées extrêmement intéressantes qui vont dans ce sens. Oui, d'où l'école des beaux-arts. Mais c'est un petit peu, comme tu disais, mais ça c'est dans le domaine non pas esthétique mais civique, ce que Rousseau appelait le législateur, qui est un chapitre du contrat social. Puisque Rousseau dit le peuple veut le bien, mais ne sait pas ce qu'est le bien. Et donc il lui faut un tuteur qui lui indiquera ce qu'est le bien. Mais cette notion reste toujours mystérieuse. On ne sait pas vraiment quel est l'organe qui incarne ce tuteur, cet instituteur. Ah ben c'est un homme qui émerge tout seul. C'est un homme tout seul. Il n'est pas habilité par une instance supérieure. Le modèle, c'est Moïse. Moïse, là, on laisse le fait qu'il a reçu les 10 commandements de Dieu, mais c'est Moïse qui institue le peuple juif et qui écrit les 10 commandements. C'est lui. Dans l'opinion de Rousseau, ou Solon, ou les Kurdes. Donc ce sont des gens qui ils sont pas... Ou Rousseau lui-même. Ou Rousseau lui-même, alors pour la Pologne ou pour la Corse. Oui, une autre question, monsieur? Non, en continuation des discours précédents, on voit justement que le Julius naturalisme n'est pas si bien isolé que ça face à la critique humienne, puisque à la critique humienne. La critique de Hume. Oui, exactement. Puisque en autorisant seulement une nature ordonnée, finalement, on fait un choix d'un système moral, d'un système esthétique. Et en ce cas-là, on revient en fait à une forme d'éthique rationnelle détournée, finalement, non? Je crois. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre éthique rationnelle détournée. Une éthique rationnelle. Une éthique rationnelle. Non, alors, Hume critique le rationalisme éthique, donc hérité de Descartes. Donc il critique ça parce qu'on ne peut pas partir de principes pour en déduire quelque chose, puisque ces principes sont uniquement des sentiments, donc on n'aura aucune certitude. Alors, la critique ça s'appelle la loi de Hume. La loi de Hume ne porte pas du tout sur ça. Elle est un truc purement logique. C'est une proposition. D'une proposition indicative, on ne peut pas inférer une proposition prescriptive, ou vice-versa. On ne peut pas. Mais c'est purement logique. Mais quand il dit que les passions s'imposent à la raison, je ne sais plus quelle est la formule exacte, précèdent les primes sur la raison, les passions, eh bien, nous pouvons dire à Hume, Hume le dit tout à fait explicitement, nous avons des émotions. Et sur la base de ces émotions, nous portons des jugements. Mais ça n'est pas interdit. La loi de Hume ne l'interdit pas. Nous ne disons pas, c'est un fait que les hommes tuent. Nous disons, nous éprouvons une émotion, une réprobation du meurtre, et cette réprobation du meurtre peut nous conduire légitimement à interdire le meurtre.
Et là, la loi de Hume n'a rien à y redire. Jérôme ? Oui, bonjour. J'aimerais un peu continuer ce qui a été dit sur le mauvais et le moche, dans le sens où, enfin, pour deux raisons. D'abord parce que vous m'avez fait penser à la philosophie, aux écrits de Richard Rorty sur la question du rapport de nos conceptions morales aux émotions, mais aussi parce que par-delà ce qu'on pourrait appeler une rhétorique des révolutionnaires en 1789, qui peuvent se référer à l'être suprême, à la nature ou d'autres références, il y a tout de même une expérience collective, historique de la douleur, d'une certaine manière, d'une douleur partagée, qui est la société féodale, l'arbitraire, l'absolutisme. C'est-à-dire que les droits de l'homme, ce n'est pas pour rendre hommage à la nature, c'est pour sortir d'une expérience de douleur, c'est-à-dire qu'on qualifiait de mauvais, collectivement, avec évidemment des exceptions que sont, au départ du moins, enfin une partie du clergé, une partie de la noblesse. Donc il y a tout de même un rôle de ces émotions d'une certaine manière négatives, peut-être dans la proclamation, la redécouverte, en tout cas la déclaration donc des droits de l'homme en 1789, et j'en arrive un peu à ce que disait Richard Rorty, qui lui donc est un relativiste après le tournant linguistique, et qui dit que donc tournant linguistique, c'est-à-dire qu'il considère que nos conceptions morales viennent finalement de notre vocabulaire, de notre langage, donc on est très très loin là d'une certaine manière d'une nature rationnelle ou d'une nature purement physique. Et en même temps, il dit, mais alors comment se développent ces conceptions morales ? Eh bien, c'est par le développement de l'empathie. Et ça rejoint un peu aussi cette relation que vous faites entre esthétique et éthique, et qu'il fait aussi en considérant, par exemple, que des œuvres de fiction ont aujourd'hui, au XXe siècle, il écrit, plus d'impact sur notre moralité, sur notre développement moral, que des traités de philosophie ou des traités d'éthique. Précisément parce qu'il développe un certain type d'émotion, c'est-à-dire l'empathie, cette capacité à ressentir ce que ressent quelqu'un d'autre qui nous est pourtant étranger. Et là encore, ce sont encore des émotions négatives. Plus que le bon, c'est l'expérience de la douleur, de la souffrance, le partage de la souffrance d'un autre individu qui jouerait un rôle dans le développement de notre moralité. Donc voilà, c'était pour un peu poursuivre peut-être cette réflexion, et pour savoir si on peut repenser les droits de l'homme aussi à l'aune de ce type d'approche qui repose moins sur le beau et le bon comme étalon qui servirait à fonder les droits de l'homme que sur l'inverse, même si souvent quand on pense le mauvais, on est obligé de penser le bon, mais voilà. Je suis d'accord avec vous que d'un point de vue historique, les émotions qui ont provoqué la Révolution française et puis le déroulement des différentes étapes ou la proclamation des droits de l'homme, ces émotions-là ont joué un rôle considérable. Vous avez parfaitement raison. Mais ce n'est pas parce que ces émotions ont pu être la cause qu'elles sont le fondement. Quand vous dites fondement, vous dites autre chose. Vous cherchez une justification. Et cette justification, vous ne pouvez pas la trouver. C'est pas parce que, effectivement, les gens ont été battus et humiliés et placés dans une condition épouvantable. Et c'est pour cette raison qu'ils ont pu se révolter. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que la révolte était justifiée. Vous avez besoin, si vous voulez justifier, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez toujours besoin d'une norme, d'une valeur, enfin de quelque chose comme ça. Mais c'est pas, il n'y a pas de causalité dans le rapport
dans le lien entre l'émotion oui. et la révolution. Et puis la justification et la causalité sont deux domaines totalement... C'est un peu la réponse qu'on pouvait faire à la question sur les sciences cognitives. C'est la même chose. Est-ce que... Oui, monsieur ? Par rapport à ce que je veux dire, le dernier intervenant, par rapport... Vous avez le micro, là. Par rapport également à ce que vous disiez, aux critiques, enfin, du moins qui étaient faites actuellement par rapport au post-colonialisme, disons, mais c'est votre culture qui dit que voilà, les droits de l'homme, c'est ça, mais nous avons une autre culture, nous pouvons faire autre chose. Et de la même façon, si je continue ce que dit le précédent intervenant, qu'est-ce qu'on peut opposer justement aux gens qui disent le fondement, c'est uniquement ce que vous pensez, ça n'a pas lieu d'être par rapport à notre propre culture. Est-ce qu'on peut retrouver un universalisme des droits de l'homme à opposer? Moi, je ne peux pas. Moi, tout ce que je peux faire, c'est dire quelles sont les doctrines, comment fonctionne cette recherche des fondements et comment elle a abouti au XVIIIe siècle à ces idées de nature et d'émotion, etc. Mais les vrais fondements, je l'ai dit au début, c'est pas mon rôle. Je ne sais pas. Enfin, si j'avais une idée sur les fondements, ben je serais prophète. Mais il n'y a pas de prophète aujourd'hui. Et c'est pour ça que la querelle des dieux, on ne peut pas trancher en raison ce débat entre universalisme et particularisme. Oui. Dernière petite question. Je me pose beaucoup de questions sur les lumières radicales. Vous êtes au courant, n'est-ce pas, de ce qui se passe, notamment aux États-Unis, et de l'impact qu'a eu l'ouvrage de Jonathan Israel, Les Lumières radicales, sur la réinterprétation de la Révolution française et même de la Révolution américaine. Alors, bien entendu, il estime qu'on a surinterprété et survalorisé ce qu'il appelle les lumières modérées, au détriment des lumières dites radicales, en fait, le spinozisme. Et les conclusions qu'il en tire sont extrêmement importantes. Je veux dire, si sa thèse est pertinente, je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir repenser. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Non, j'ai peu d'idées. Je connais le livre d'Israël, mais je ne pense pas que ça remette beaucoup de choses en cause. En tout cas pour ce qui concerne cette philosophie des droits de l'homme, parce que tous ceux que j'ai lus se réclament aussi de Spinoza. Et ceux qui s'en démarquent, c'est simplement parce qu'ils ont peur et que Spinoza était vu comme le génie du mal, c'était l'athéisme personnifié, et donc on se méfie de lui. Et donc, on est dans une époque où il faisait pas bon de dire certaines choses. Diderot était en prison, Voltaire était obligé de se sauver, etc. D'autres publient sous pseudonyme. Enfin, donc, on vit une époque où il ne faut pas se dire spinoziste. C'est très, très dangereux. Alors, cela dit, les idées de Spinoza, elles circulent. Et c'est pas Spinoza qui dirait que la nature n'est pas bonne. À tel point que même Spinoza ne voulait pas taire le mot Dieu, pour ne pas aller au bûcher, alors que sa philosophie était athée. Oui, et puis beaucoup de choses. Grotius a une phrase très, très importante. Tout ce que je dis est vrai, même si on faisait l'hypothèse blasphématoire qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà. Mais naturellement. Oui. Donc en fait, comme si c'est la philosophie du comme si de Wellinger qui était déjà à l'ordre du jour à l'époque. Exactement.
Très bien. Écoutez, il est l'heure de peut-être nous séparer, malheureusement. Et je remercie infiniment et chaleureusement le professeur Michel Tropper pour cette magnifique exposé, cette magnifique conférence, en espérant que très bientôt, il nous rendra à nouveau visite pour d'autres lumières.